va commencer par une définition de la parole. On en a déjà dit un peu quelque chose là dans notre discussion préliminaire. La parole, c'est évidemment un substantif, mais c'est un substantif dérivé d'un verbe qui est le verbe parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un acte. Et c'est même deux choses. La parole, c'est un acte et c'est le résultat d'un acte. C'est-à-dire qu'il y a les paroles qu'on a prononcées. Et il y a l'acte d'énonciation. Donc la parole, c'est un acte et c'est le résultat d'un acte. Et cette parole, elle ne peut se comprendre que par rapport au langage. Et là, il nous faut faire une distinction que vous avez dans les textes. C'est le premier texte que je vous ai envoyé. Vous n'êtes pas obligé de vous plonger dedans. Je vais vous dire ce qu'il dit en substance, mais vous avez le texte de référence. C'est qu'il nous faut distinguer entre la parole, la langue et le langage. La parole, la langue et le langage, on va voir pourquoi. C'est des notions qui sont pourtant très liées, hein, bien sûr. Il n'y a pas de... Il ne faut pas les dissocier, mais il faut les distinguer. Parole, langue et langage. Le langage, si on voulait donner une définition simple, on pourrait dire que c'est un système de signes. C'est un système de signes. Alors, il peut être naturel, instinctif chez les animaux. Chez les humains, il y a des signes naturels. Hein. Par exemple, si vous criez quand vous avez peur, etc., c'est un signe, un signifiant qui renvoie à votre peur. Mais le langage chez l'être humain, il est surtout conventionnel. Il est fait de symboles conventionnels. Donc c'est un système de signes, notamment de signes conventionnels. Comment dirais-je? Et c'est aussi le langage une faculté. L'homme, l'être humain, il a la faculté du langage. Il a la faculté du langage, alors, d'après la théorie de l'évolution, évidemment, c'est une faculté qui s'est développée chez l'être humain. Il n'avait pas cette faculté au tout début, mais c'est de l'acquis, si vous voulez, qui est devenu de l'inné, par la transmission, des caractères héréditaires. Cette faculté d'articuler un langage ou d'avoir un langage et de comprendre un langage fait de symboles est devenue congénitale chez l'être humain, et les petits, les enfants, ils ont la faculté d'apprendre toutes les langues, ils ont la faculté du langage. Donc le langage, un système de signes et aussi une faculté. La langue. Alors la langue, c'est, on va dire, une incarnation particulière du langage, une réalisation particulière du langage qui implique un vocabulaire, qui implique une grammaire. Alors attention, bien sûr, quand on apprend une langue, on n'apprend pas... les petits-enfants, ils n'apprennent pas la grammaire, mais ils apprennent à parler leur langue, ils n'ont pas besoin de faire de grammaire pour apprendre à parler une langue. Mais toute langue implique une grammaire, même rudimentaire, qu'on peut étudier après, dont on peut faire un objet d'étude. Donc le langage, c'est un système de signes dont l'incarnation particulière est une langue dans un contexte culturel. Alors une langue, elle est plus ou moins développée, elle est plus ou moins riche, elle a plus ou moins d'adjectifs. Vous savez que l'anglais, il a beaucoup d'adjectifs que nous n'avons pas en français. Il y a une luxuriance parfois de certaines langues, il y a des formes de grammaticales particulières, etc. Donc un contexte culturel particulier qui qualifie, enfin qui en tout cas qui est lié à la question de la langue. Vient la question de la parole, et il faut distinguer la parole de la langue. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la performance, c'est une performance. C'est l'acte d'énonciation qui s'inscrit dans une langue. Et il y a un auteur qui a très bien distingué les choses, c'est le grand linguiste Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, vous avez un extrait de texte dans les textes, un petit paragraphe, dans son cours de linguistique générale de 1915. Il nous dit « La langue est sociale, la parole est individuelle ». La langue est sociale, la parole est individuelle. Ça veut dire, vous allez me dire si vous êtes d'accord, que tout individu, homme ou femme, quand il ou elle prend la parole, d'une certaine façon s'affirme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Prendre la parole, oui? C'est affirmer
En tout cas, affirme. Alors, il ou elle peut énoncer non pas une affirmation mais une question, mais oui, il y a quelque chose d'assertif. En tout cas, il y a quelque chose. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose d'énoncé. Toute parole est individuelle dans un contexte social. Toute parole est individuelle dans un contexte social. Et cette parole individuelle est une affirmation d'un locuteur, d'une locutrice qui à un moment prend la parole. Il y a une belle formule d'un auteur qui s'appelle Jean-Louis Chrétien. Je vous ai mis un texte de Jean-Louis Chrétien qui dit « Prendre la parole, c'est toujours la prendre au silence ». On prend la parole à un moment, voilà. On peut la prendre au détriment de quelqu'un d'autre. Aussi, on peut ne pas lâcher la parole. On parlera de la question du bavardage d'ailleurs. Au début, la question, est-ce que le bavardage est important? Est-ce qu'il est si anodin que ça? Ou est-ce que le bavardage est quelque chose de profond chez l'être humain? Ok, la langue est sociale, la parole est individuelle. Oui, Axel. Moi, je dirais le sens et la prise de parole, c'est ça. Alors, Axel pose une question très importante, un peu comme Jean tout à l'heure. C'est vrai, comment dirais-je? Alors, pourquoi est-ce que Ferdinand de Saussure dit individuel? Parce que c'est toujours une énonciation faite par un individu. C'est une profération faite par un individu. Personne ne peut parler à votre place. On peut parler pour vous. On peut parler au nom de quelqu'un d'autre. Mais personne ne peut dire à votre place ce que vous-même vous dites ou pas. Et c'est dans ce sens qu'elle est individuelle. Mais effectivement, tu poses une question fondamentale, c'est en quoi est-ce que ma parole me reflète moi? Parce que je prends un exemple de parole qui ne reflète rien du tout, c'est la parole « allô » ou « comment allez-vous » Et souvent, c'est une parole qui ne dit en fait rien. On peut parler pour ne rien dire, mais ce sont des rituels. Ce sont des rituels, et c'est ce qu'on appelle. Il y avait un autre linguiste très connu qui s'appelait Jacobson, qui disait que, par exemple, cette parole allô, etc., c'est une fonction fatigue, c'est simplement pour établir la communication. Donc ça ne dit rien de vous, ni ça ne dit rien à l'autre, ça ne reflète rien de votre individualité, mais ça établit la communication. Pardon ? Sauf l'envie ou la possibilité de... Ça fait partie de l'interaction sociale. Peut-être même que le bavardage, ça c'est un autre auteur, un anthropologue qui s'appelait Malinowski, il disait que finalement le bavardage, même si on parle un peu pour ne rien dire de la pluie et du beau temps, mais le problème c'est pas, comment dirais-je, de dire quelque chose, c'est de se parler, d'établir un lien social d'interaction. Là où tu poses une question vraiment fondamentale, c'est qu'en fait, il y a des auteurs qui considèrent que finalement, on dit, il faut distinguer la parole et le dire. Parce que là, je pars du principe que la parole est individuelle au sens d'un dire, d'une profération. À un moment, il y a un locuteur, une locutrice qui énonce quelque chose. Mais il y a des personnes qui disent, mais effectivement, quand notre parole, ou quand notre profération, nos énonciations sont totalement sociaux, préformatés, qui ne disent rien de nous, en fait, ça n'est pas vraiment une parole. C'est un énoncé, une énonciation. La parole... c'est autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir une parole totalement aseptisée, qui d'une certaine façon, je disais, qui ne dit rien, ou qui n'est pas vraiment quelque chose qui parle. D'abord, qui parle aux gens, qui parle à quelqu'un. Vous pouvez très bien proférer des choses sans vraiment... Vous savez très bien, si à un moment il y a une discussion, à un moment, quelqu'un vous dit, vous arrête et vous dit « j'aimerais vraiment maintenant qu'on se parle ». Parce que c'est bien de... Est-ce qu'à un moment, on va se parler? Vous savez, et là, vous comprenez que se parler, c'est plus que proférer, énoncer, etc. Là, je vous ai parlé d'un point de vue linguistique. D'un point de vue linguistique, toute énonciation est individuelle, puisqu'il y a un individu qui fait l'énonciation. Mais tu poses une question, c'est à un moment se parler, c'est peut-être plus que simplement dire. Et c'est la question du « on ». Il y a un auteur qui était Heidegger, qui disait finalement... Dans la quotidienneté de la vie, on peut se perdre dans quelque chose d'anonyme où, d'une certaine façon, on ne se parle pas, on n'a pas de parole authentique. Non seulement on ne dit pas quelque chose qui nous reflète, mais on ne parle pas à l'autre, véritablement. Mais ça... Les prêtres, par exemple. Les prêtres, quand ils s'expriment, ils disent la parole du Seigneur. Ah, les prêtres, effectivement, mais c'est vrai. Alors ça, c'est une... Ils s'effacent d'une certaine façon, c'est vrai. Mais... C'est des vecteurs, tout à fait. C'est une parole rituelle, effectivement, qui effectivement, tu as raison, qui répète soit un témoignage, le témoignage des apôtres, soit les paroles mêmes du Dieu.
Il n'y a pas qui bouge un petit peu, mais pas beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Non, mais il y a une tradition, effectivement, qui est liée au rituel. Mais en tout cas, tu soulèves une question qui est dans quelle mesure ma parole est liée à moi, à ce que je suis, dans quelle mesure je parle à quelqu'un. Ça, c'est vrai. Mais d'un point de vue linguistique, c'est comme ça que Ferdinand de Saussure définit les choses. Il y a la langue qui est un code. On va revenir à cette question d'ordinateur. La langue qui est un code et la parole qui est une variation sur le code. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez, au sein d'un code, faire un énoncé qui est rendu possible par votre langue et qui est, au sein des possibilités, une variation sur le code. C'est un peu comme ça aussi que quelqu'un comme Roland Barthes s'exprime. Ça veut dire que, voilà, toute langue est codifiée. Vous êtes obligé d'employer les structures de la langue. Vous ne pouvez pas confondre, sous peine de ne pas vous faire comprendre, le verbe avoir et le verbe être constamment. Vous êtes obligé de respecter un minimum de codification. Et au sein de cette codification, vous avez une parole qui est individuelle. Alors, il y a un premier problème qui se pose, et qui est le problème qui a été soulevé par Jean, c'est que si on part de cette idée que la langue ou le langage est un code, et que la parole est individuelle, finalement, un ordinateur peut parler, parce qu'un ordinateur... je ne veux pas citer des noms, mais tout à l'heure j'ai parlé de Google, vous avez l'intelligence artificielle, vous lui dites quelque chose, il y a un récepteur vocal, vous lui formulez une demande, je ne sais pas si vous faites ça avec le moteur de recherche, et ce moteur de recherche, si vous activez la fonction de vocalisation, vous répond, ou même vous faites un logiciel d'intelligence artificielle, vous mettez la fonction de vocalisation, va vous dire, enfin va vous proférer, va vous répondre à votre question. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un ordinateur peut jouer aux échecs? Alors, je ne sais pas s'il joue, lui, mais il fait des échecs, en tout cas, il fait des calculs. Est-ce qu'un ordinateur peut parler? Et si oui, pourquoi? Mais dites-moi pourquoi, parce que si on en reste à un code... Effectivement, certains prétendent qu'à un moment... alors, vous savez, il y a deux arguments sur ce plan-là. Il y a l'argument de ceux qui disent... l'ordinateur ne pense pas, mais peut-être qu'à un moment, un jour, il pourra penser, parce qu'il fait toutes les choses qui relèvent de la pensée sans avoir le psychisme, et qu'un jour, effectivement, avec, comment dirais-je, les neurones de synthèse, on pourra... oui, mais peut-être que, voilà, c'est un peu l'argument de ces personnes, on pourra peut-être créer une intelligence douée d'un psychisme. Et puis, il y a l'autre argument, qui est un petit peu perturbant, je trouve, qui dit... Vous niez la réalité de l'intelligence dans l'intelligence artificielle ou de la pensée, etc. Mais si l'ordinateur peut faire tout ce que vous faites mieux que vous, c'est bien beau de lui dénier la pensée, mais dans ce cas-là, comment? S'il peut rédiger un livret mieux que vous, une thèse mieux que vous, un roman mieux que vous, écrire de la musique mieux que vous, donc oui, allez-y. Je me suis amusé à poser à la chaîne. C'est de la parole. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence générative. Alors, c'est pas lié à un psychisme, ça c'est très intéressant. C'est pas lié à un psychisme parce que le langage est là, chez l'être humain, est là pour véhiculer des contenus de conscience. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le signifiant. La parole utilise, après je donne la parole justement à Eric, la parole c'est émettre des signifiants, bon chez nous, dans lequel ça peut être des signes ou ça peut être des mots, et le signifier, c'est le contenu de conscience. Donc effectivement, on pourrait nier à l'ordinateur le fait de pouvoir parler, puisque c'est une intelligence certes générative qui peut générer des discours qui après peuvent être vocalisés, mais les mots qui sont utilisés ne sont pas les signifiants qui renvoient à un signifié qui est un contenu de conscience, parce que le langage de la parole est là pour dire à l'autre ce que j'ai à l'esprit. Donc, il y a ce premier argument, Eric, et puis après, Axel. Eric, attendez, c'est très intéressant ce que vous dites là actuellement, parce que Jean répond donc à Eric en disant, finalement, d'un côté, certes, il y a des algorithmes, mais est-ce que nous, notre langage n'est pas un ensemble d'algorithmes? Alors là, cette thèse, c'est une thèse qui a été défendue par le courant behavioriste, qui pense que le langage et l'apprentissage du langage, c'est un apprentissage d'un ensemble d'automatismes. Ça veut dire que le langage, c'est un code, la parole individuelle est un acte individuel de génération d'une variation sur un code,
qui est fait d'automatisme, c'est-à-dire, comment dirais-je, d'associations automatiques de formules ou d'expressions qui sont prédéfinies par le code qu'est la langue. Et ce que fait l'individu, c'est qu'en fait, il génère au sein de ce code, si vous voulez, qu'est la langue, des formules, des énoncés qui sont, comment dirais-je, des ensembles d'automatismes qui ont été acquis. Mais il y a des auteurs qui ne sont pas d'accord et qui disent que dans la langue ou dans la parole, il y a un phénomène fondamental qui est déjà le vouloir dire. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il y a une intention. Est-ce que l'ordinateur a une intention? Est-ce qu'il veut dire quelque chose? C'est ce qu'on appelle le vouloir dire. Et ce vouloir dire, il renvoie à une faculté qu'est la volonté signifiante, je veux dire quelque chose. Alors peut-être que le langage va me trahir, peut-être que ma parole va me trahir, mais je veux dire quelque chose, et on y reviendra, là je le dis vraiment très en résumé, et puis après je laisse la parole à Axel, c'est qu'il y a des auteurs contemporains comme Chomsky, Noam Chomsky, ou des auteurs plus anciens comme Descartes, qui disent que dans la parole, comme il y a cette volonté, que la volonté chez l'être humain est libre, toute parole chez l'être humain relève de la liberté humaine et ne peut pas être réduite à un ensemble d'automatismes. C'est la question de la liberté humaine. Alors, et après, il y a des arguments plus spécifiques. Je vous en donne un parmi d'autres, mais on reviendra dessus. Ça nous permet vraiment de déblayer le terrain et de voir l'immensité du problème que pose la question de la parole. C'est une remarque de Descartes, mais Chomsky dit à peu près la même chose. Chomsky est toujours vivant, hein, il est quasiment centenaire. Dit un peu la même chose, mais d'une autre façon. Chomsky dit que quand l'être humain parle, il n'est pas nécessaire qu'il réponde à un stimulus extérieur, ni même intérieur. Un stimulus intérieur, c'est la faim, la soif, une manifestation organique. Un stimulus extérieur, c'est quelque chose qui vient vous stimuler, agir sur vous et qui provoquerait une réaction mécanique automatique. Ben non, l'être humain, il peut être, comment dirais-je, affalé, etc., n'avoir aucun stimulus intérieur ou extérieur, et se parler à lui-même. C'est-à-dire que sa parole semble ne pas répondre à une stimulation qui nous placerait dans le domaine des stimuli, des actions et réactions automatiques. Alors il y a d'autres éléments, mais c'est un argument pour dire peut-être que la parole, à travers le vouloir dire, relève d'une faculté qui est la volonté, l'intention signifiante, et qu'elle inscrit à la fois dans un psychisme, parce que j'ai quelque chose à l'esprit, le signifier, que je vais dire à travers le signifiant, parce que l'ordinateur il génère des associations de signifiants que sont les mots, mais est-ce qu'il signifie ce qu'il a à l'esprit? C'est ça. Et surtout, est-ce qu'il a une intention? Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Ça, c'est une question. Oui, Axel, et après Sandrine. Alors, là, c'est encore une question, une vaste question. C'est le lien entre langage et pensée, ou parole et pensée. Alors, il y a deux thèses. Il y a la thèse, par exemple, défendue par un philosophe qui s'appelle Hegel au XIXe siècle, qui dit qu'en fait, c'est le recto et le verso d'une même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser autrement que par un langage intériorisé. À chaque fois qu'on pense, qu'on réfléchit, c'est du langage intériorisé, et pour ceux qui sont doués de parole, qui ne sont pas muets, c'est de la parole intériorisée. Et puis, il y a des linguistes qui ne sont pas d'accord et qui prennent, par exemple, je prends un exemple d'expérience qu'on fait tous au quotidien, qui est qu'on ne peut pas, comment dirais-je, rendre congruente totalement la pensée et la parole ou le langage. C'est par exemple une expérience qu'on a tous et toutes faite peut-être, c'est qu'à un moment on sait ce qu'on veut dire et on ne trouve pas les mots pour le dire. Ça veut dire qu'il y a parfois une non-congruence de la pensée et de la parole. Mais effectivement, c'est un grand objet de débat. Pourquoi est-ce que j'ai posé la question de l'ordinateur? Est-ce que l'ordinateur peut parler? Parce que si on en reste à la définition linguistique, ou la définition de Roland Barthes, la langue est un code et la parole est une variation sur le code, finalement on pourrait dire qu'un ordinateur peut nous parler, on lui pose une question, il génère une réponse à l'ensemble d'énoncés qu'il va nous proférer. Évidemment, on se pose la question, je l'ai dit, du signifiant, parce que est-ce que les mots sont des signifiants? C'est-à-dire, est-ce qu'ils signifient un contenu de pensée, donc le signifié, qui est véhiculé? Vous savez, il y a trois termes, il y a le signifiant, le mot que vous proférez, l'expression, le signifié, ce que vous avez à l'esprit, ce que vous voulez véhiculer, et le référent, ce dont vous parlez. Donc on est dans le domaine du psychisme,
On est dans le domaine de l'intention, on est dans le domaine du vouloir dire. Bon, ça c'est une première réserve. Mais je dirais que, je vous donne un autre argument, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, qui est un argument qu'on trouve chez un auteur qui est toujours vivant, je crois, qui était l'un de mes anciens enseignants, de mes anciens professeurs à l'université de la Sorbonne, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. C'est Jean-Louis Chrétien. Et Jean-Louis Chrétien, il a écrit un livre qui s'appelle L'Arche de la parole. Je vous ai mis un petit extrait. Il dit la chose suivante, c'est que la parole, comment dirais-je, c'est une expérience du corps. Alors, pas simplement parce que quand on parle, il y a un grain de la voix, il y a un timbre, il y a une vibration, il y a une incarnation de la parole. Il y a une inflexion de la voix qui renvoie à quelque chose qui est organique, si vous voulez. Un ordinateur n'ayant pas de vie organique, alors voilà, on peut toujours paramétrer des modulations, etc. On peut toujours s'arranger, effectivement, à préprogrammer, etc. Mais il n'y a pas une vibration intérieure du grain de la voix, etc., de l'intonation. Mais surtout, ce que dit Jean-Louis Chrétien, c'est que la parole, elle est liée à l'entente et à l'écoute. Il y a ce qu'on entend dire, on écoute l'autre, on entend l'autre, on l'écoute et on lui parle dans un dialogue, etc. Et l'écoute, c'est une patience du corps. C'est très bien que parfois on a une écoute anxieuse, on attend avec un plus ou moins d'anxiété ce que l'autre va nous dire, ou à plus ou moins de tension. Donc il y a un phénomène du corps. Donc la parole, elle est incarnée, elle est une vibration, elle est comment dirais-je, un acte qui est lié à notre intériorité psychique, mais même notre vie organique, je vais le redire, et comment dirais-je, c'est aussi lié à l'entente et à l'écoute, à la patience du corps. Donc la parole, c'est un phénomène du corps. C'est pour ça que l'ordinateur, s'il ne peut pas écouter, alors est-ce que par exemple vous allez pouvoir pouvoir lui dire « Bonjour, j'aimerais discuter avec toi », il va vous répondre « Oui, bien sûr, je t'écoute ». Mais est-ce qu'il écoute ce que vous dites ? Est-ce qu'il vous écoute ? Est-ce qu'il peut être dans une attente ? Si par exemple vous laissez le portable et que vous allez faire autre chose, il va dire je n'ai pas entendu. Voilà. Mais si vous dites à quelqu'un j'ai envie de te parler et l'autre vous dit je t'écoute et puis vous partez dans la cuisine, l'autre qui veut vous écouter, il va vous réagir autrement. Il y a un phénomène qui est aussi un phénomène du corre. Oui. Alors je ne sais pas s'il y a des expérimentations, c'est possible. Oui, on peut le paramétrer. Mais je dirais qu'il y a cette idée que peut-être que la langue n'est pas qu'un code, peut-être que la parole n'est pas qu'une variation sur un code, peut-être que la parole est non seulement un acte, mais un geste, on va y revenir, qui est un geste du corps. Et alors c'est des ondes, c'est des vibrations, mais comment dirais-je, c'est lié au grain de la voix, c'est lié à ce qui vibre en vous, et c'est lié à ce que vous pouvez entendre de l'autre et ce que l'autre peut écouter de vous aussi. Donc ça envoie l'émotion dont parlait Axel. Alors je m'attarde un tout petit peu sur la langue parce que c'est quelque chose qui permet de comprendre quand même dans quoi s'inscrit la parole. Il y a un célèbre linguiste qui s'appelait André Martinet, alors je me marque là, Martinet, qui a écrit un livre qui s'appelle Éléments de linguistique générale, et il nous dit que la langue, elle est faite de phonèmes et de monèmes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que Les phonèmes, ce sont les sons élémentaires, les consonnes, les voyelles, et les inflexions, les intonations, très importantes dans certaines langues, parce que vous pouvez dire le même mot et l'inflexion, l'intonation va faire la différence de sens, de signifié. C'est le même signifiant, le signifié n'est pas le même, parce que l'inflexion est différente. Donc ça, ce sont, je dirais, les voyelles, les consonnes, les intonations, les inflexions, qui sont notamment importantes dans certaines langues. Et les monèmes, ce sont les unités vocales de sens. Les unités. Parce qu'une consonne S, ça signifie rien. Je suis désolé. Alors peut-être si vous voulez dire le serpent, ou les cigales. Mais S, ça ne T, les unités vocales de sens. Les unités vocales de sens, au pluriel. Je vais vous prendre un exemple et vous allez comprendre tout de suite parce que je trouve cet exemple assez l'unité vocale de sens. C'est presque le mot en fait. Ah, c'est presque le mot, nous dit Anne. Je vous prends un mot
et puis vous allez me trouver l'ensemble des unités vocales signifiantes. Et réembarquons-nous. Réembarquons. Je pourrais même réembarquons. Point d'exclamation. C'est bon, on est allé sur l'île d'Aix. Le dernier bateau va partir. Vous dites réembarquons. Combien il y a d'unités vocales de sens dans ce mot? Au moins 3. Alors, lesquelles? Le ré, ça veut dire qu'on recommence. Et après, il y a embarqué. Et après, il y a le on. En effet, que c'est nous. Qu'on est plusieurs. On est plusieurs et que c'est nous, quoi. Et l'exclamation. Et alors, l'exclamation qu'on pourrait ne pas mettre, mais c'est vrai que l'exclamation fait. Il y en a une quatrième. L'ensemble. C'est le, voilà, c'est le en. Le en de emmener, le en de emmailloter, de empaqueter, de même en ou em, puisque le en se modifie face. Le en de enfermer, de emprisonner, de voilà. C'est ré, c'est comment dirais-je la récurrence. M, c'est le fait d'aller dedans. Barque, ça signifie la navigation. Et on, la pluralité. Donc, ce sont ces monèmes, ces unités vocales de sens qui sont, comment dirais-je, associées et qui constituent, comment dirais-je, les potentialités d'une langue. Et ce que souligne André Martinez, c'est que ces monèmes, ils sont d'un nombre fini. Heureusement, parce que vous imaginez que si je dis viens voir ton frère, viens voir ta sœur, viens voir ton père, oh viens voir le beau bateau, s'il faut à chaque fois un cri différent pour dire la chose différente que je veux dire, on ne s'en sortirait pas. Il faut qu'on fonctionne avec des unités vocales signifiantes, les monèmes, qu'on associe pour formuler des phrases, des expressions qui vont nous permettre de parler indéfiniment de tout ce qui nous entoure. Sinon, on n'en finirait pas, on serait comme les oiseaux, on aurait des vocalises, il faudrait faire des variations de vocalises pour dire un petit peu tout, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue, c'est quelque chose dont les unités sont en nombre fini, mais dont les potentialités sont infinies. Il y a un nombre... L'unité vocale, elle existe dans toutes les langues? Les unités vocales de sens, c'est une bonne question parce que je ne suis... En Thaïlande, par exemple, ils ont des petites... Potentialité. Ou les idéogrammes chinois, par exemple, c'est pas... Potentialité infinie. IES. C'est une bonne question et je... Oui, non. Alors, ils n'ont pas, comment dirais-je, ils ont des idéogrammes, ils n'ont pas l'alphabet, mais ils ont une langue aussi faite d'inflexion. Mais je ne suis pas assez bon linguiste pour vous répondre sur l'universalité de... Oui, si, parce que, en fait, il y a forcément... Non, mais il y a forcément des monèmes limités, parce que ce soit les Chinois, les Thaïlandais, etc., fonctionnent à partir d'unités vocales dont le nombre est limité, et qui, par association, permettent de signifier des phrases, des énoncés. Elles sont forcément limitées. Et ce sont forcément des unités vocales de sens, même si après elles sont transcrites par des signes qui ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Donc ce qu'on peut dire, c'est, en résumé, la langue est sociale, la parole est individuelle, la langue n'est peut-être pas qu'un code. Je ne dis pas que l'ordinateur ne peut pas parler, parce que je ne veux pas trop vous influencer. Je vous ai donné des arguments. Peut-être qu'un ordinateur peut parler, mais peut-être que la parole n'est pas simplement une variation sur un code. J'ai dit peut-être que la parole est un geste. Est-ce que ça vous parle que la parole soit un geste ou pas? Ou est-ce que vous me dites, mais non, un geste, on le fait avec son corps. La parole n'est pas un geste. La parole n'est pas quelque chose de gestuel. La parole, c'est ce qui engage. La langue ou le langage, parce que c'est vraiment la parole qui marque. Donc, dans ce sens-là, c'est un geste. Tout à fait, c'est un geste. Alors, c'est une parole qui peut être aussi accompagnée de gestes. Je ne sais pas si vous êtes plus gestuel ou pas gestuel. Il y a des cultures où on est plus ou moins gestuel, ou les individus qui sont plus ou moins gestuels, qui se font comprendre avec le corps, avec les gestes, etc. Eric et puis après Laurence. On ne pourrait pas dire à ce moment-là que la parole est le geste de l'esprit? La parole est le geste de l'esprit, oui, tout à fait. On peut pouvoir... Dans les différences fondamentales, on n'a pas
Alors, en tout cas, pas pour l'instant, en tout cas, mais certains, pour l'instant, c'est pour ça que je laisse la question ouverte, parce que c'est vrai qu'il y a dans ce domaine-là des personnes qui veulent absolument pas qu'on dise que l'ordinateur n'a pas d'intelligence. Et puis d'autres qui considèrent que ce mot d'intelligence est un petit peu galvaudé parce que il n'est pas lié à un psychisme, donc pas un acte d'intelliger, pas un psychisme. Donc il y a une controverse là-dessus. Mais c'est le geste de l'intelligence, c'est une belle expression, oui. J'ai un truc qui me gêne, une question idiote, mais Ah non, il n'y a pas de question idiote, au c'est la contraire. parole et le son, et on disait tout. Tout à fait, bien sûr. Là, on parle de la parole, donc on ne parle pas du langage des signes, bien sûr. Le son, je sais pas. Bien sûr, et puis c'est une controverse célèbre dans l'histoire de la pensée qu'on trouve par exemple chez Montaigne. Montaigne défend la pensée animale et les possibilités du langage animal, et quand il défend cette possibilité, il s'appuie sur justement le langage des signes pour montrer que, et puis même sur nous, notre faculté à signifier quelque chose autrement que par la parole, avec nos regards, avec nos expressions, avec nos gestes, avec un ensemble, comment dirais-je, un ensemble de façons de hocher la tête, etc., qui montrent qu'un ensemble de significations silencieuses existe avec tout un ensemble de dégradés, indépendamment de la parole, outre le langage des sourds et muets. Et donc Montaigne dit, mais finalement, la capacité à véhiculer des significations ne dépend pas de la capacité à proférer des sons. Alors, la question des sourds et muets, elle est intéressante, parce que quand je disais que la parole est liée à une écoute et à une entente, pourquoi est-ce que je disais ça? Parce que tous les enfants qui naissent sourds naissent aussi muets. Il faut entendre le langage pour le parler. C'est important. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est pour ça que je disais l'ordinateur, est-ce qu'il peut parler au sens de l'humain? Je ne suis pas sûr, parce qu'il faut d'abord qu'il écoute, qu'il entende, pour pouvoir parler. S'il ne peut pas entendre, il ne pourra pas parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... surtout, c'est intéressant parce que on comprend le langage avant de le proférer, avant de l'énoncer. Le petit enfant, la petite fille, le petit garçon, il comprend très bien in situ dans la situation, au fur et à mesure des répétitions, ce que veut dire, avec les inflexions de voix des parents, etc., les mimiques, ce que veut dire un énoncé. Il ne peut pas encore le dire, il ne peut pas encore le proférer, il ne peut pas encore l'articuler, mais il comprend déjà. Donc non seulement il entend, il écoute et il comprend le langage avant de pouvoir le parler. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on perd la capacité, par exemple dans le cas de dégénérescence cérébrale, quand on perd la capacité d'articuler les mots, cette capacité de coordonner les muscles de la corde des cordes vocales, etc., pour articuler les mots, souvent c'est lié à une surdité verbale. On n'arrive plus à déceler, on n'arrive plus à décomposer pour soi-même les mots, à les parler, les articuler, et donc on ne reconnaît plus dans le flot de la langue, on n'arrive plus à décomposer les sons qu'on entend, et donc ce qu'on appelle une cécité verbale, une surdité verbale, on n'arrive plus à comprendre ce qu'on nous dit. Donc entendre, écouter, parler, c'est très important chez l'être humain, c'est vrai. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'enfant, une fois qu'il s'exprime, Eh bien, peut-être qu'il est très fort. Je crois que c'est François Mitterrand qui disait « on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ». Tant qu'il ne parle pas, l'enfant, oui, je ne sais pas. Non, il s'exprime, bien sûr. Mais je ça avec les animaux, avec les chiens. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut... Alors ça, c'est une autre question. On a parlé de l'ordinateur, et du code. Et après, il y a la question de l'animal. Est-ce que l'animal peut parler ou pas? Juste avant d'aborder cette question, qui est une question très importante, parce que on va voir qu'elle nous mène à toujours préciser un peu ce qu'est la parole, qui est quelque chose d'un peu étrange en fait. C'est quelque chose de commun, mais en fait c'est un peu étrange. C'est un geste. Alors pourquoi est-ce que c'est un geste? Parce que c'est une fonction, c'est un geste particulier parce que c'est une fonction non organique. La parole, c'est un geste et c'est une fonction non organique. Pourquoi? Parce que il faut bien sûr des organes pour parler. Il faut une bouche, un palais, il faut des poumons pour respirer, il faut pouvoir, frapper les sons avec sa langue, il faut un canal auditif pour entendre, même pour s'entendre parler, il faut des organes. Mais
la parole n'est pas une fonction organique, d'abord parce qu'elle n'est pas localisée dans un organe en particulier, et parce qu'on ne peut parler que par une coordination de tous ces organes. Il faut coordonner tous ces organes pour articuler des sons et pour pouvoir dire quelque chose. Donc la parole est liée à une capacité cérébrale qui est de coordonner tout un ensemble d'organes pour réussir à parler, à articuler des sons. Donc il y a une capacité de coordination. Aidez-moi, un N ou deux N? Un seul, merci. Pour ne pas écrire n'importe quoi. Capacité de coordination. Pourquoi? Parce qu'il existe des animaux qui ont tout pour parler, qui pensent à n'en pas douter, et qui ne parlent pas. Ils ont tout pour parler, ils pensent, ils comprennent ce qu'on leur dit, ils ne parlent pas. Je prends un exemple célèbre. Les gorilles, certains singes. Je prends un exemple vraiment très très célèbre. Vous savez, il y avait une gorille femelle qui s'appelait Anabiko, dite Coco, qui avait été élevée par une psychologue qui s'appelait Penny Patterson. Vous pourrez retrouver sur Internet des vidéos avec Anabiko. Et Anabiko, elle comprenait très bien le langage, et à tel point d'ailleurs qu'à un moment, je crois que elle veut se nourrir et elle n'arrive pas à parler, et je crois qu'il y a une façon de dire les végétaux qui est brow, et à un moment elle monte ses sourcils eyebrow, elle comprend non seulement le signifiant, et elle comprend un mot lié à un autre signifiant, et elle utilise un geste pour renvoyer un signifiant pour faire comprendre autre chose. Et Anabiko, à un moment, quand c'est un passage très touchant du film, elle n'a jamais eu d'enfant, et elle s'était prise d'affection pour un petit chat qui meurt. Et Penny Patterson lui dit, elle lui explique qu'elle est morte. Et donc elle ne voit pas le petit chat, elle ne voit pas la mort, elle comprend abstraitement ce que ça veut dire la mort. Et elle se retire pour pleurer. Et il y a un autre passage aussi très, très étonnant avec Anabiko, c'est qu'elle a fait une bêtise. Et alors elle sait qu'elle est filmée, elle regarde à côté, elle sait elle connaît je ne dis pas le bien et le mal, mais le licite et l'illicite, l'interdit, elle comprend très bien. Elle a tout pour parler, elle ne parle pas. Ah, c'est bizarre quand même. Elle pense, elle a tout pour parler, elle ne parle pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une capacité cérébrale de coordination de fonctions organiques pour, comment dirais-je, enclencher une opération qui n'est pas organique. Ils émettent des sons, les singes. Vous êtes sûr que ce n'est pas nous qui ne comprenons pas leur langage? Oui, mais ce n'est pas la parole. Pourquoi? Parce que je vous prends l'exemple inverse du perroquet. Le perroquet, lui, il n'a rien à parler. Hein. Ah oui, mais quand même. Donc, Anabiko, elle a des cordes vocales, elle a un palais, elle a une langue, elle a des poumons, elle comprend quasiment tout ce qu'on lui dit. Elle a quand même une mémoire, mais elle ne parle pas parce qu'elle n'a pas la capacité cérébrale de coordination qui lui permet d'articuler des sons pour signifier ce qu'elle a à l'esprit. Donc la parole est un geste du corps, mais une fonction non organique parce qu'on se sert d'organes. Alors il y a un anthropologue célèbre qui dit que c'est un détournement, c'est Jacques Fédry. Il a écrit un livre qui s'appelle L'anthropologie en Afrique. Il dit que c'est un détournement des fonctions organiques. L'air, c'est fait pour respirer, les poumons aussi, le palais, c'est fait pour goûter les aliments, la langue aussi. Mais on se sert des organes pour... L'être humain, il se sert de ces organes, qui sont des organes vitaux, hein, les poumons, etc., pour faire autre chose que ce qui est vital, et pour articuler quelque chose qui donne la parole. C'est-à-dire que la parole, c'est quelque chose de très étrange. Elle a comme condition des fonctions organiques et elle se surajoute aux organes comme quelque chose qui va être en plus. Et vous voyez l'ambivalence, elle est liée à la vie, la parole, elle est liée au souffle, à la vie. On parle avec sa respiration, on parle avec son souffle, on parle à la... Et donc c'est pour ça que souvent la parole est liée à la vie. Parce que elle n'est pas, comment dirais-je, organique vitale, mais elle est liée au souffle, et donc traditionnellement on associe le souffle à l'âme. Donc elle est liée au souffle, elle est liée symboliquement à l'âme, elle est liée à ce qu'on a dans l'âme, et comment dirais-je, elle est liée forcément symboliquement à la vie, la parole. On a dit, elle peut guérir, elle peut être liée à ça. Donc c'est un geste, oui. Enfin, je sais pas, j'ai entendu là il n'y a pas longtemps que les gens qui étaient emprisonnés dans l'isolement total avec l'incapacité de parler avec d'autres
perdez le langage. Tout à fait. Alors, Laurence, tu dis quelque chose de très important, c'est que cette capacité s'active et peut se désactiver. Elle s'active. Les enfants sauvages qui n'ont pas vécu immergés dans le langage, une fois qu'ils ont passé un certain âge, n'arrivent plus à actualiser cette capacité de parole. Ils peuvent comprendre les gestes, ils auront le langage des gestes, mais ils n'arrivent plus parce qu'il y a un stade où, quand le cerveau a fait sa maturation, la parole ne vient plus. Et il y a aussi une capacité de désactivation. Je vous raconte une histoire, peut-être que vous la connaissez, c'est une histoire célèbre, c'est l'histoire de Robinson Crusoe, le vrai, hein, pas dans le roman. Et c'est Willem Dafoe qui avait rencontré le vrai Robinson Crusoe, qui s'appelait Alexander Selkirk. Et Alexander Selkirk, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, il est sur un bateau qui doit passer le Cap Horn. Et il était, je crois, capitaine en second du capitaine, et l'embarcation était très endommagée. Il fait un diagnostic qui était correct, il dit on va pas passer. Il va pas passer. Et le capitaine le débarque sur une île déserte pour mutinerie. Et il pensait que l'équipage allait le suivre dans sa révolte, mais non. Et il a eu raison parce qu'ils se sont échoués, de toute façon. Et le problème, c'est qu'il est resté 3 ans sur l'île, il pensait ne plus jamais revoir personne. 3 ans sur une île déserte. Et quand il est retrouvé 3 ans plus tard, il est complètement hirsute et on ne comprend pas ce qu'il dit, en fait. Il n'arrive pas, au début, il n'arrive pas, on ne sait pas exactement ce qu'il dit, on n'arrive pas à décoder ce qu'il dit. Alors, ça s'est réactivé. Et après, il a pu raconter son histoire. Une fois rentré, et William Dafoe, on a fait le Robinson Crusoe. Mais la parole, c'est un geste qui s'active ou qui se désactive, quelque chose qui n'est pas vital et qui pourtant est lié symboliquement à la vie, peut-être même à la vie, parce que la parole, tenir parole ou donner sa parole, c'est aussi quelque chose de très important, et peut-être qu'on peut engager sa vie aussi dans une parole. C'est aussi un détournement des fonctions organiques. Il y a même un auteur qui s'appelle Jacques Gusdorf, qui a écrit un livre qui s'appelle La parole, qui dit que c'est quelque chose de surnaturel, parce que l'être humain, il fait avec sa nature, avec son corps, quelque chose qui, d'une certaine façon, n'était pas prévu dans la nature. Il ajoute un monde de signification en faisant un geste qui n'était pas vital, si vous voulez, et qui instaure le langage à un moment, le langage parlé et la parole. Alors, question importante, est-ce que les animaux peuvent parler ? Ben moi, je soutiendrais volontiers, je sais que tout le monde ne serait pas d'accord, mais moi j'ai quand même cette impression que les perroquets parlent et qu'ils comprennent ce qu'ils disent et qu'ils disent ce qu'ils pensent. Est-ce que vous avez déjà entendu des perroquets parler, fait cette expérience sur YouTube, ou d'écouter des perroquets qui parlent, etc. Non ? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience Ils répètent toujours la même chose. Oui, c'est ça. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Non, quand il y a quelqu'un qui est mort, etc., on vient dire le bon mot. Alors par exemple, est-ce que vous avez déjà parlé à un chien ? Mais c'est des perroquets qui vivent avec nous. Mais les perroquets qui vivent Ah, dans bien la sûr. centrale Il faut quand même qu'ils nous nationale, côtoient un petit peu. Si vous parlez à un chien, si vous répétez des mots in situ dans la situation, il vous comprend. Hein. Il n'est pas dépourvu de compréhension quand même. Il ne va pas vous parler, etc. Mais il comprend quand même ce que vous lui dites. Pardon ? Il n'ira pas répéter. Non, bien sûr, il n'ira pas répéter. Alors, il y a un gars qui a essayé de faire ça, c'est-à-dire, pour dire la balle, il disait rouge, simplement. C'est-à-dire des choses qui n'avaient rien à voir avec... Mais un enfant, vous pouvez appeler une balle rouge, vous pouvez l'éduquer en l'appelant rouge la balle. Il disait tabouret, ou n'importe quoi, c'est-à-dire il changeait, il utilisait des mots de notre langue, mais qui n'avaient rien à voir Avec l'objet. avec l'objet. Mais en fait, Le chien a appris quelques mots. aucun de nos mots n'a rien à voir avec les objets. Hein. Non, c'est sûr. Mais il y a quand même, il a une capacité, de parler à l'animal, de s'en faire comprendre. Il y a une capacité de l'animal à nous signifier des choses. Il y a même une capacité chez les perroquets de parler. Alors, il y a quand même une différence, évidemment, de degré. C'est que entre le perroquet et la parole humaine, comment dirais-je, il y a le fait que l'être humain, et donc il a des significations abstraites, qui renvoient à des choses qui ne sont pas forcément vécues par son corps. J'ai parlé de la justice, de l'injustice. L'être humain, il peut développer une métaphysique, il peut vous parler de choses tout à fait abstraites, il peut développer, comment dirais-je, un discours sur des notions qui sont
abstraite par rapport à sa vie quotidienne, charnelle, etc. Peut-être qu'effectivement les animaux, ils ont un univers de langage ou de capacité de profération dans le cas des perroquets ou de compréhension dans le cas des animaux qui comprennent le langage humain qui est évidemment plus restreint parce qu'ils n'ont pas un rapport signifiant au monde qui est aussi large que celui de l'être humain. Donc par exemple, c'est un argument que je viens de formuler qu'on trouve chez Descartes. Descartes il dit oui d'accord on peut apprendre un perroquet à parler mais on agit par comment dirais-je la récompense et la punition. On agit en jouant sur ses passions, sur ce qu'on appelait à l'époque les passions. Mais effectivement, le perroquet ne peut pas développer un discours libre sur des notions abstraites qui lui importeraient à lui. Ça, c'est vrai, sans aucun doute. Il répète souvent, mais il y a quand même une compréhension. Je ne pense pas qu'il soit dénué de compréhension. Simplement, son univers signifiant, son rapport signifiant au monde à travers le langage, il est beaucoup plus limité que l'être humain. Il n'empêche qu'on trouve dans la mystique comment dirais-je, l'idée qu'on peut parler aux animaux et s'en faire comprendre. Est-ce que, si je vous dis Saint François d'Assise, ça vous fait penser à quelque chose? Ah, il parle aux oiseaux. Qu'est-ce qu'il dit aux oiseaux, Saint François d'Assise? Saint François d'Assise, alors il est connu, si vous lisez, c'est le récit de sa vie, qui est un récit certes légendaire, qui s'appelle les Fioretti. Les Fioretti, ce sont des, comment dirais-je, nous on dirait une anthologie de la vie de François d'Assise. Vous avez deux épisodes très connus, le loup de Gubbio et le sermon aux oiseaux. Dans ces chapitres, alors le chapitre le loup de Gubbio, il est assez rigolo. Il y a un loup qui terrorise un village et il va voir le loup pour sceller avec lui un pacte de non-agression entre lui et comment dirais-je, les habitants du village. Et les clauses de ce pacte, c'est que les habitants du village le nourrissent et que lui respecte les habitants du village. Et puis il lève sa papate en signe de consentement. Il y a le sermon aux oiseaux. Alors il est très célèbre parce que Giotto en a fait une fresque. Quand on va à Assise, si vous allez à Assise, que vous montez vers l'église, qui je crois est une basilique, si mes souvenirs sont bons, et que vous voyez les fresques de Giotto qui a dépeint la vie de François d'Assise, il y a le sermon aux oiseaux. Et alors pourquoi est-ce que François d'Assise parle aux oiseaux? Il parle aux oiseaux parce qu'il y a l'idée que le Créateur est le Créateur de toutes les créatures, et que donc sa parole est universelle. Et donc que tout être mérite d'être sauvé. Je rappelle que saint Paul, il y a un passage très étonnant qui dit que saint Paul dit que les animaux iront aussi au paradis. Je vous laisse méditer, parce qu'il y a des controverses au Moyen-Âge. Est-ce que c'est le même paradis, pas le même paradis? Il y a des controverses là-dessus. Mais en tout cas, vous avez une fresque de Giotto, vous pourrez la regarder si vous ne l'avez pas en tête, où évidemment on voit François d'Assise prêcher la parole du Christ aux oiseaux, les oiseaux qui viennent l'écouter et l'entendre. C'est signe effectivement que la parole, comment dirais-je, de Dieu s'adresse à toutes les créatures dans une confraternité universelle. Donc cette question du rapport entre la parole, l'humain et les animaux, elle s'inscrit dans plusieurs contextes. Elle s'inscrit dans un contexte mystique et elle pose la question de comment dirais-je, de savoir ce qui qualifie vraiment la parole humaine par rapport au langage animal. Évidemment, l'être humain, c'est un être politique, c'est un être qui discute du juste et de l'injuste, c'est un être qui énonce des lois. On n'a pas ça dans le monde des animaux, c'est un être de coutume, etc. Donc il y a tout un univers symbolique, c'est un être qui raconte l'origine du monde. L'être humain, dans toutes les cultures, il y a des récits mythiques sur l'origine du monde. Donc l'être humain, c'est un être de langage qui se raconte sa propre vie, qui raconte le monde. Que l'on sache, les animaux n'ont pas cet usage du langage, si vous voulez. Donc ça, c'est des éléments importants. Alors, je voulais vous parler dans l'introduction aussi, ne pas oublier de vous parler de quelques éléments. Toute parole est incarnée. Oui, j'en ai quand même dit un mot du fait que la parole est un phénomène du corps et que c'est même un geste du corps. On en a parlé ensemble. Dans l'introduction, j'ai marqué « La parole est-elle une seconde naissance ?» Point d'interrogation. Est-ce que la parole est une seconde naissance? Je vous donne un exemple de coutume, vous allez me dire ce que vous en pensez. Deux exemples de coutumes qu'on trouve dans les sociétés premières. Et vous allez me dire si c'est des choses qui vous parlent ou pas.
Alors il y a donc un anthropologue que j'ai déjà cité qui s'appelle Jacques Fédry. Il a écrit un article qui s'appelle « Le nom, c'est l'homme ». Le nom, c'est l'homme, c'est-à-dire c'est l'être humain. Hein. Le nom, c'est l'homme. Et il nous raconte qu'au Tchad, le nom avec un M, le nom, c'est l'homme. Il nous raconte qu'au Tchad, dans le contexte musulman, chez les Teda, je crois que c'est dans le nord du Tchad, à la naissance de quelqu'un, à la naissance d'un enfant, une vieille femme, dont c'est le rôle rituel, s'approche de l'enfant et vient lui souffler à son oreille quel est son nom. Elle lui prononce et ce nom nomme son identité profonde. Est-ce que cette coutume vous parle ou pas du tout? C'est le fait qu'en donnant un nom à quelqu'un, en le désignant, lui donne une existence ou une seconde naissance d'une certaine façon. On marque sa naissance d'une autre manière et on l'inscrit d'une certaine façon dans l'univers des humains, on l'identifie. Alors on peut ne pas aimer son prénom, hein, je ne sais pas si... On peut changer de prénom, si on veut changer d'identité aussi. Et on se nomme à ce moment-là différemment. Oui, Sandrine? Oui, il devient une personne, un être social à ce moment-là. Il devient un être social, il ou elle est inscrite dans un univers identifié, on peut l'appeler, on peut le convoquer, mais on a aussi un pouvoir sur lui, parce que dans ces sociétés premières, le nom est lié à l'identité essentielle des choses, et de même que vous pouvez convoquer des esprits, vous pouvez, atteindre l'identité de quelqu'un si vous connaissez son nom. C'est pour ça que, on n'a pas le même rapport au langage dans ces sociétés premières. Mais en tout cas, ça dit quelque chose de très vrai quand même. Quand nous, évidemment, dans notre univers contemporain, quand on utilise un nom, on ne pense pas que ça invoque la chose. On ne pense pas que le pouvoir ait cette capacité magique à invoquer les choses. Quand on parle des choses, à les faire venir, à les invoquer, etc. Mais cette coutume nous dit plusieurs choses. Elle nous dit que le nom, la parole, la profération, l'identification, la désignation est liée à l'identité. C'est un enjeu d'identité. Comment on parle de soi, comment on se définit, quel nom on porte, comment on se reconnaît, etc. C'est un enjeu identitaire. Et même si on n'a pas le même usage magique de la parole, ça nous dit quelque chose de très vrai sur la parole. La parole, c'est rendre présentes les choses qui sont absentes. Je peux vous parler de mes dernières vacances, ça ne va pas vous intéresser beaucoup, mais je peux vous parler de quelqu'un qui n'est pas là. C'est rendre présentes les choses qui sont absentes. Hein, c'est une grande faculté de la parole. Grande force de la parole, presque un peu magique, non? De rendre présentes les choses qui sont absentes. Si, comment je vous ai parlé d'Alexander Selkirk qui est mort, j'ai évoqué sa vie, je l'ai rendu présent un peu parmi nous. Je ne dis pas que j'ai rendu son âme présente, mais j'ai évoqué sa vie, j'ai donné quelques détails. Ça se trouve, j'aurais pu commencer à vous raconter un peu sa vie, etc. J'aurais rendu présente sa vie parmi nous à plus d'un siècle de distance. D'ailleurs, on dit bien que les personnes, quand on parle des personnes qui sont décédées, quelque part, elles sont encore là. Elles sont encore là. Et à l'inverse, les gens qu'on veut éliminer, on enlève le nom, on ne donne plus le nom, on met un numéro. On n'en parle plus. Je vous donne une coutume romaine que vous connaissez peut-être. Les empereurs qui avaient beaucoup déplu et qui avaient beaucoup déçu, il y en avait quelques-uns, le Sénat, après leur mort, décrétait ce qu'on appelait la damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire. On ne prononçait plus leur nom. Et sur toutes les stèles, on effaçait leurs inscriptions. La damnatio memoriae. C'est-à-dire qu'à un moment, on efface votre nom. Dans les camps nazis, c'était des numéros. Et c'était des numéros. On anonymisait les gens pour leur faire perdre leur identité, leur inscription, leur lignage, leur puissance de vie, leur capacité de s'identifier, de revendiquer, d'exister. D'exister. On défaisait le visage, il y a des statues où elles sont... Et on cassait les visages. Mais c'est la statue, mais le visage était complètement déformé.
Tout à fait. Mais la damnatio memoriae, à un moment, quelqu'un est effacé des mémoires, on ne prononce même plus son nom. Alors après, on en viendra à la question des noms tabous. Pourquoi y a-t-il des tabous? Oui, alors moi je me souviens de la coutume romaine parce qu'elle est vraiment remarquable de ce point de vue-là. C'est le Sénat qui à un moment disait voilà, damnatio memoriae. Il y a une autre coutume, je vous la donne, parce qu'elle nous permet de comprendre quelque chose d'essentiel au sujet de la langue, même si on n'est pas forcément dans la même optique, je dirais, que les sociétés premières. C'est un récit qu'on trouve, moi je l'ai lu chez un compilateur, un grand compilateur qui s'appelait James George Fraser, compilateur du début du XXe siècle, qui compilait de façon thématique des récits anthropologiques. Et chez les Indiens d'Amérique du Nord, vous savez, ceux qui ont été colonisés par ce qu'on appelle maintenant les Américains, mais qui n'étaient pas les natifs, chez les Indiens et en partie exterminés, chez les Indiens d'Amérique du Nord, il y avait une coutume, c'était que quand un guerrier avait été très valeureux, dans une cérémonie, on le faisait s'allonger, on faisait des chants rituels, on identifiait en lui un grand guerrier du passé qui était revenu à la vie, et pour le faire renaître, on le rebaptisait, on lui redonnait son nom, il était allongé, on le relevait avec un nouveau nom. Et d'une certaine façon, l'ancêtre était rené en lui, d'une certaine façon. Il avait connu cette renaissance. C'est-à-dire que le nom, c'est la capacité de naître ou de renaître. Peut-être que la parole, c'est d'une certaine façon, on le disait pour l'enfant, tout d'un coup, il naît au monde de la signification, il entend, il comprend, ça s'éveille et puis il commence à parler et ça devient locuteur. Ah, il est là, il fait partie de la sociabilité, il a été immergé, alors, il était immergé avant sa naissance déjà dans les sons bien sûr, mais voilà, il devient locuteur, comment dirais-je, il est d'une certaine façon, il entre dans la sphère sociale des locuteurs. Peut-être que c'est une naissance, peut-être que c'est une renaissance que le langage ou que la parole. Je pense qu'il y a un médecin qui s'appelle Tomatis, qui a mis en place des procédés pour des gens qui ne parlaient pas, justement, qui ne parlaient plus. Il leur fait écouter le son que l'enfant entendait dans la mer. Et il a pris du Mozart en particulier, il faisait écouter des sons et petit à petit il arrivait à redonner la parole à des gens. Tomatis. Parce qu'il leur faisait réécouter les sons que eux avaient entendus étant fœtus, étant dans le ventre de leur mère. Il y a toute une école qui fait ça. Tout à fait. Alors, ça, je ne connaissais pas. Tomatis, d'accord. Et puisque j'ai le temps de vous parler, et 59, pourquoi la parole est-elle nécessaire? C'est une question que je vais vous poser, puis je la reprendrai. Pourquoi c'est nécessaire de se parler finalement en société? Tout à l'heure, on a dit finalement, parfois on parle pour ne rien dire, on parle de la pluie du beau temps. Pourquoi la parole est nécessaire finalement? Parce qu'à la limite, je pourrais vous dire, on a parlé du laconisme tout à l'heure, hein, c'est le laconisme, j'ai cité Saint-Just. Peut-être qu'on pourrait se dire très peu de choses finalement, peut-être qu'on en fait trop avec le langage, qu'on est trop bavard. C'est l'un des textes qu'on verra si on a le temps la fois prochaine. C'est David Le Breton, l'anthropologue, qui parle de l'obésité de la parole. Peut-être qu'il faudrait, pour vraiment se parler, dire moins de choses. Pourquoi la parole est si nécessaire? Alors pourquoi est-ce qu'on se parle? Pour créer du lien. Ouais. On affirme son individualité. On s'affirme en tant qu'individu, en tant que locuteur. Avec une pensée, on exprime une pensée. Il n'y a rien à voir là-dedans. Pardon? Et après. La quantité n'a rien à voir. La quantité n'a rien à voir là-dedans. Après qu'on en dise beaucoup ou peu. Et je dirais même, je ne sais pas Eric si tu serais d'accord, que moins on en dit, plus nos paroles ont du poids. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est le paradoxe, que vous dites, on parle pour établir du lien, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous n'avez pas forcément à être d'accord, hein. Moi je fais des propositions. Hein. Est-ce que, pensez à des personnes qui en disent peu, est-ce qu'ils n'en imposent pas plus que des personnes qui sont un peu plus volubiles, qui ont... Pardon? Le peu peut être creux. On peut être peu et creux, oui d'accord, Françoise. Tout à fait. Mais je pensais par exemple, parce qu'on y reviendra, prendre la parole, ça suppose souvent d'avoir un poste de pouvoir, c'est d'avoir le bâton de parole, à un moment d'être autorisé ou de s'autoriser à prendre la parole, ou de se sentir légitime pour prendre la parole, même au nom des autres. Parce que les autres, ils sont commis au silence. Ils disent, écoute, là,
Souvent nos dirigeants, ils parlent pour nous. Alors après, est-ce qu'ils sont toujours à la hauteur? Je ne sais pas, enfin ils parlent. Donc on les écoute comme ça, bon. Ils parlent en notre nom. Mais est-ce que par exemple en société, par exemple, n'en dire peu, d'une certaine façon, n'en impose pas plus que quand on parle? Et je pose la... Oui. Tout à fait. Alors c'est très intéressant parce que j'ai suivi une formation récemment à la communication non violente. Non pas que je sois quelqu'un de violent, mais c'est très intéressant parce qu'en fait la personne disait que finalement, d'ailleurs c'était l'idée même du fondateur, c'est un mot mal choisi parce qu'il y a toujours de la violence. Il y a une violence d'une souffrance parfois qui va être dite, une violence d'un désir, une violence d'une frustration. Une communication non violente, c'est une communication où on se dit plus rien, quoi. Je veux dire, là, à ce moment-là, voilà. Parce que parfois, il y a quelque chose de violent qu'on ressent, on a besoin de le dire. Donc, communication non violente, non agressive, déjà, ça va mieux. Non violente, oui, elle est pas liée à un rapport de force. Mais le problème, c'est une médiatrice qui faisait cette formation, c'était de dire que finalement, le problème, c'est de savoir, non seulement d'avoir les mots pour le dire, de pouvoir s'exprimer, de transférer la violence physique vers le champ du langage, mais c'est aussi le modèle de l'échange. Parce qu'on peut avoir un modèle de conciliation, de médiation, mais on peut avoir un modèle de négociation. Pour un exemple, qui parfois ne correspond peut-être pas ou ne devrait pas être, parce que, je prends un exemple, elle nous avait pris aussi cet exemple, vous êtes dans une relation de couple et vous pouvez concevoir les échanges comme une négociation avec votre partenaire de vie. Si vous êtes une bonne négociatrice, un bon négociateur, vous allez concevoir le rapport de langage comme un rapport de négociation. Mais est-ce que c'est le bon format du dialogue, de la parole? Parce qu'il y a à la fois la parole, ce qu'on se dit, et il y a, le format dans lequel on inscrit la parole. Et donc à la fois ça permet d'éviter le conflit, mais parfois ça fait tomber dans des biais qui ne sont peut-être pas l'échange qui va être le plus authentique, je dirais. Donc c'est tout un ensemble de choses intéressantes.